Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Avez-vous une grotte ? Moi, j'en ai une et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Tout ça a commencé avec la lecture de Devenir, le bouquin de Michelle Obama, où elle parle de beaucoup de choses très très intéressantes. Et si vous n'avez pas lu ce livre, d'abord pour première chose, je vous conseille vivement de le lire et de découvrir toutes les pensées qu'elle nous partage. C'est vraiment un énorme bonheur. Mais dans ce livre, elle parle notamment d'un truc dont personne ne parle vraiment souvent. C'est le fait que son mari Barack, un certain Barack Obama, avait besoin d'une grotte. Et elle raconte que ça a commencé quand elle l'a rencontré à Chicago, qu'elle est allée chez lui et qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait dans son appartement, ou même son appartement, était une grotte. Ça veut dire un lieu dans lequel il y avait plein de bouquins, où il y avait tout le temps des trucs à réfléchir, enfin bref, une espèce d'antre de sauvage ou de loup ou d'ours, comme vous voulez, mais qui fait qu'elle n'avait pas beaucoup de place, elle, pour s'installer dans cette grotte-là. Ensuite, ils ont emménagé ensemble et puis ensuite, il est parti à Washington pour aller commencer sa carrière politique. Et elle raconte aussi que quand elle allait lui rendre visite le week-end avec ses filles, eh bien, elle préférait dormir à l'hôtel parce qu'il avait transformé son appartement de Washington en grotte, encore une fois. Et donc, il n'y avait pas vraiment possibilité de pouvoir s'y installer à plusieurs. Et elle raconte aussi que même à la Maison-Blanche, Barack Obama a créé une grotte où il installait tous ses bouquins, tous ses journaux. C'était en fait son refuge où il pouvait penser, il pouvait réfléchir, il pouvait élaborer ses discours, enfin toute la politique qu'il a pu mener, et tout ça depuis sa grotte. Et donc, cette grotte, moi, elle m'a énormément inspirée parce que j'ai trouvé ça d'abord magnifique qu'elle puisse nous en parler. C'est comme si ça nous donne un aspect d'un personnage public dont on parle très peu parce qu'on ne raconte pas nos histoires de grotte, alors que peut-être qu'on en a tous et toutes. Moi, ma grotte, c'est mon appartement, je pense, dans son ensemble, mais plus précisément mon lit. C'est d'ailleurs exactement de cet endroit-là dont je vous parle en ce moment, parce que c'est dans mon lit que je prépare ces bulles, c'est là que je les écris, c'est là que je les enregistre parfois avec mon petit matériel de podcasteuse itinérante, on va l'appeler comme ça, et c'est là aussi que je considère qu'est ma base en fait, c'est un peu mon cocon, c'est un peu mon espace de sécurité, et une fabrique à idées probablement. Quand je suis dans mon lit, c'est un espace dans lequel je travaille avec mon ordinateur sur les genoux. J'ai d'ailleurs découvert grâce à ma filleule que je pouvais m'acheter une table à lit sur laquelle je pouvais installer mon ordinateur, de quoi écrire, etc. Et je pense que ça sera mon prochain achat pour tout vous dire. Même si je pars dans l'anecdotique, donc je vais revenir à des choses un peu plus sérieuses. L'histoire du lit qui devient une grotte, ça me fait penser à une des histoires que raconte Sophie Calle et une des mises en scène qu'elle a pu faire de son histoire de vie. Donc c'est l'histoire d'un jeune Californien, on est en 1999, qui écrit à Sophie Calle pour lui demander s'il peut venir de Californie pour occuper son lit, pour qu'il puisse vivre dans son lit son chagrin d'amour. Et Sophie Calle, elle trouve l'idée tout à fait charmante, mais elle ne sait pas si elle va s'entendre avec cet homme. Donc comme elle ne sait pas trop si elle va l'aimer ou si elle ne va pas l'aimer, puis elle ne sait pas trop comment elle va le jeter dehors au cas où elle ne l'aime pas, elle lui propose une autre solution. Elle lui propose en fait de lui envoyer son lit aux États-Unis pour qu'il puisse vivre son chagrin d'amour dans son lit de chez lui en Californie. Et donc c'est ce qui va se passer. Et non seulement elle lui envoie son lit, mais elle lui envoie aussi ses draps qui n'ont pas été lavés et qu'elle lui transmet aussi grâce à ce voyage, dans ce voyage. Et donc ce jeune homme, il va recevoir ce lit, il va vivre son chagrin d'amour dans son lit et quelques mois plus tard, une fois que son chagrin est un peu digéré, eh bien, il va renvoyer à la fois le lit et les draps de Sophie Calle pour lui dire que l'affaire est terminée. Ça va donner une exposition extraordinaire qui s'appelle Voyage en Californie, qui a été exposée à partir de 2003 et qu'on retrouve régulièrement dans les expositions de Sophie Calle. Et en fait, ça concerne totalement la question qui nous occupe,
c'est que ces grottes, elles sont partout et surtout elles sont de tous les ordres. Ça peut être des grottes tout à fait concrètes dans la pierre creusée à certains endroits, ça peut être des espaces dans la forêt qui nous parlent particulièrement, ou alors ça peut être des grottes portatives ou des grottes voyageuses comme celle dont je viens de vous parler. Donc une grotte, en fait, elle est délocalisable, elle est exportable aussi, et puis elle est presque magique, en fait, parfois. Une chose est certaine, on peut inventer des grottes partout. Et si on reprend la fameuse analogie de Virginia Woolf avec sa chambre à soi, sa chambre à elle, eh bien, on voit qu'elle aussi s'est créée une forme de grotte, même si elle l'a appelée différemment. Ça m'amène à Mona Chollet et à son essai qui s'appelle « Chez soi ». Elle raconte dans ce livre à quel point habiter pleinement son intérieur, c'est pas du tout une fuite. Au contraire. C'est même plutôt une manière de résister. C'est pour elle une manière de se recentrer aussi, et je suis assez d'accord avec cette idée. C'est une manière de se donner de la force. Moi, je sais que quand je viens m'installer dans mon lit ou que je suis installée dans mon appartement et que je sens cette ressource qui arrive, je la sens très fort. Et je sais que le fait de passer du temps chez moi va me permettre de me ressourcer parce que je sais que l'endroit où j'habite est un lieu très positif qui me permet de pouvoir recharger mes batteries à n'importe quel moment parce que c'est un espace de sécurité aussi, mais c'est aussi un espace qui me ressemble et que j'ai construit pour qu'il soit, que j'ai aménagé pour qu'il soit le mien, qui me ressemble et que ce soit un espace dans lequel je me sens sécure. Mona Chollet, elle rappelle aussi que la maison, ça a longtemps été une prison pour les femmes, parce qu'elles n'avaient pas le choix, elles devaient y passer beaucoup trop de temps. C'était une sorte d'assignation domestique dont elles ne pouvaient pas sortir, et puis on le sait, il y a énormément de productions culturelles qui l'ont montré. Mais en fait, aujourd'hui, si réinvestir sa maison est possible, eh ben c'est autre chose, parce que c'est un choix. Et ce choix, il permet de refuser des injonctions, refuser l'injonction par exemple d'être toujours dehors ou de penser que l'extérieur va être plus intéressant que l'intérieur, c'est pas forcément le cas, et de se donner aussi la possibilité de choisir à quel moment nous sommes visibles, à quel moment nous sommes performantes, puis à quel moment nous le sommes moins. Ça fait aussi partie des choix que nous avons à disposition pour pouvoir nous positionner au fond dans cette vie. Et ça, c'est un acquis. C'est un acquis parce qu'il n'y a plus l'obligation de rester au foyer, mais au contraire le choix d'aménager son foyer et d'aménager sa grotte comme on le souhaite. Donc réinvestir son lieu de vie par choix, c'est transformer ce lieu en espace de puissance, en espace de ressources et peut-être en espace de prolongement de soi aussi. Alors, pour vous, elle est où votre grotte? Elle ressemble à quoi? Est-ce que c'est votre lit, votre bureau? Est-ce que c'est votre carnet de notes? Est-ce que c'est une playlist parce que vous écoutez beaucoup de musique? Est-ce que c'est une vraie chambre à soi peut-être comme l'image de Virginia Woolf? Ou alors est-ce que c'est tout autre chose? C'est vos bottes qui vous permettent d'aller traverser la forêt? L'idée, c'est simplement de s'autoriser à revendiquer cet espace, non pas comme une fuite, mais comme un espace vital, vraiment, quelque chose dont on a besoin dans nos vies. Et donc, les espaces de grotte, ça peut aussi être simplement le fait de refuser des engagements pour s'accorder des espaces à soi. Et ça me fait penser à une formatrice que j'ai rencontrée il y a plusieurs années et qui, dans son agenda, installait des moments de bain moussant. Elle agendait ces bains moussants. Alors, elle ne faisait pas forcément des bains moussants, mais elle agendait des moments dans son agenda qui étaient des moments absolument non négociable où elle n'était disponible pour personne parce que c'était ses plages à elle. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, puis je vous donne rendez-vous demain pour une suite imprévue, inconnue, mystérieuse. On verra bien de quoi on parlera.